l'enfant a disparu depuis 11 heures du matin. Ça a l'air inquiétant. Qui a pu enlever et pourquoi? Io la domando más al mon Dio che mi risponde ma figlia. On entend des hurlements épouvantables. C'est la tragédie. Pierre Ramblade, il ne sera apaisé que lorsqu'on décapitera l'assassin. On a véritablement, dans cette affaire, piétiné beaucoup de choses. J'ai l'intime conviction que Christian Ranucci était innocent. Quel que soit mon vote, j'ai participé donc à une condamnation à mort. Les temps qui suivent l'exécution perturbent vos nuits et votre vie d'une manière permanente. Le 3 juin 1974, à Marseille. Ce jour-là, il fait très beau. Il fait un temps magnifique. À la cité Sainte-Agnès, jour de la Pentecôte, est un jour comme les autres. C'est une cité qui est tranquille, sans problème, c'est bien habité, il y a beaucoup de personnes âgées, il y a beaucoup... Non, c'est une cité qui est tranquille. Les gens sont heureux, il y a des Italiens, des Portugais, des Français, tout le monde se sent bien. On sent qu'il y a un certain bonheur dans cette cité. Des enfants au pied d'un grand bâtiment jouent. Ils sont 4. Parmi ces enfants, il y a Jean Rambla et sa sœur Marie-Dolores. Jean Rambla a 6 ans et demi. Marie-Dolores a 8 ans, elle vient juste de fêter son anniversaire. Et il joue avec deux enfants qui ont à peu près le même âge qu'eux, qui vont les quitter pour remonter chez eux. Ma nièce, on l'a appelée, elle est montée chez elle. Elle est montée à la maison, elle est allée manger. Ils se retrouvent que tous les deux. Mon camion à pizza, il était carrément sur le trottoir. Ça fait que de mon camion, je vois les enfants s'amuser. Ils jouent, ils s'amusent, ils jouent à trappe-trappe, je sais pas quoi, les enfants, hein, vous savez qui ils sont. Ils jouent pendant un moment, ils ont joué pendant un moment. Vers 11h, la maman se met à la fenêtre et appelle les enfants pour, comme on dit à Marseille, monter déjeuner. Marie-Dolores dit non, on peut rester encore un peu, oui, mais alors ne tardez pas. Tout est calme. Tout est tranquille. Et une voiture s'avance. Une voiture grise. Il y a à l'intérieur un homme qui s'arrête à la hauteur des enfants et qui gentiment leur dit qu'il vient de perdre son chien noir. Il leur dit, j'ai perdu mon petit chien. Est-ce que vous pouvez m'aider à le chercher? Alors les enfants, évidemment, quand il faut chercher un petit chien, ils sont volontaires. Et ils demandent à Jean Rambla de faire le tour d'un côté de la cité. Et il dit, avec ta sœur, je vais faire le tour de l'autre côté. S'en va de son côté, à la recherche du chien, et Marie-Dolores part avec l'homme, l'inconnu, pour essayer de retrouver le chien. Le petit garçon a fait tout le tour de la cité, elle est grande la cité, hein, pour un petit de 6 ans. Il est revenu
Et là, sa sœur n'y était pas, le monsieur non plus, la voiture non plus. La maman regarde à nouveau en bas dans la cour, et là, elle voit que Jean est tout seul. Et elle demande à Jean, mais où est ta sœur? Jean répond, elle est partie chercher le chien. Alors la mère demande, mais quel chien? Jean ne voit pas la petite, mais espère que l'enfant va revenir avec l'homme au chien. Et puis à 11h20, toujours rien. Et là arrive Monsieur Rambla, le père. Et il pose des questions à son tour à son fils. Lui, il commence à s'inquiéter sérieusement, mais il ne comprend pas pourquoi elle s'est perdue. Alors, ils partent, ils refont le tour de la cité. Il commence à chercher sa fille dans une inquiétude qui ne fait bien évidemment que s'accroître. L'enfant, malgré toutes les recherches, n'est pas retrouvé. Monsieur Rambla, il remonte avec Jean à l'appartement avec son fils. Il prend une photo de classe récente de sa fille. Et avec sa mobilette, il descend au commissariat central de Marseille, qui est appelé l'évêché. Et là, les policiers qui sont sur place acceptent de prendre sa plainte. Il déclare qu'elle a disparu, que, selon le petit frère, un homme était arrivé avec une voiture grise, leur a dit « J'ai perdu mon chien noir, est-ce que vous voulez m'aider à le rechercher ?» Immédiatement, bien sûr, une diffusion est faite au niveau de tous les services pouvant être intéressés, police judiciaire, gendarmerie locale, etc. Et puis des recherches sont quand même entreprises aussi sur le terrain immédiatement. On voit un certain remue-ménage et on interroge bien sûr les flics qui sont là et qu'on connaît bien. Ils nous disent qu'il y a une disparition inquiétante qu'on est venu nous signaler et on va aller sur place quoi, parce que ça a l'air inquiétant. Une heure après l'enlèvement, la police se retrouve à la cité Sainte-Agnès pour enquêter et interroge un peu tout le monde. La famille Rambla est calme. Elle s'explique avec les policiers. Les policiers, bien sûr, font une enquête de voisinage, ils essayent de trouver des témoins. Les policiers entendent le petit Jean Rambla, qui a été le premier à signaler la disparition de sa sœur. On a appelé la commissaire. Après, on a dit que c'était que je cherche le chien. Il a perdu son chien? Oui. Après, on a dit que je passe par là-bas et ma soeur reste là. Et alors tu es parti chercher le chien? Oui. Et ta soeur est restée avec le monsieur? Oui. Et quand tu es revenu, le monsieur n'était plus là? Il parle bien, en tout cas, il bafouille pas, il n'hésite pas. C'est une histoire qu'il a vécue, c'est clair. Donc le petit Jean Rambla donne une description de l'homme qui les avait abordés. Il parle d'un homme assez jeune, grand, cheveux bruns et vêtu d'un costume gris. Le petit Jean, quand on lui demande qu'est-ce qu'il avait comme voiture, et il dit une voiture grise, une Simca. Et il y a une voiture des policiers qui est en bas dans la rue, et le petit montre la voiture comme celle-là. C'est une Simca 1100. Une voiture grise à Marseille en 1974, inutile de dire que le champ d'investigation est extrêmement large. C'est pas évident comme ça de trouver une voiture grise qui serait la voiture de l'auteur de l'enlèvement, quoi. Et le temps joue contre eux, puis alors ils n'ont rien à se mettre sous la dent. Ils n'ont pas d'éléments pour identifier cette personne, ils ne savent pas où aller la chercher. On va lever le camp, nous aussi on s'en va de la maison abandonnée, en laissant cette famille sans réponse. Et je me rappelle Madame Rambla qui me dit « Vous pensez qu'ils vont la retrouver ?» Là, il y a un petit regard de détresse. Je la rassure même, je lui dis « Écoutez madame, ils connaissent leur travail, ils vont mettre le paquet, ils vont faire ce qu'il faut pour essayer de la trouver. »
Il va de soi que la police est particulièrement inquiète, parce que l'enfant a disparu depuis 11h du matin, on n'a plus aucune nouvelle. On se pose des questions, on ne sait pas. Qui a pu enlever et pourquoi? Le 4 juin 1974, lendemain de l'enlèvement, aucune nouvelle de la petite Marie-Dolores. Dans une affaire d'enlèvement comme ça, les policiers savent que le temps joue contre eux, donc plus le temps passe, plus l'espoir s'amoindrit. Ils font faire des recherches avec des chiens policiers dans le quartier où habite la famille Rambla. Il y a des hélicoptères qui survolent la région, mais on ne trouve rien. Les policiers, bien sûr, investissent la cité Sainte-Agnès et font une enquête beaucoup plus poussée. L'enquête de voisinage réalisée ce jour-là permet notamment de rencontrer un individu qui travaille et vit à côté de la cité Sainte-Agnès, un garagiste. Il déclare qu'au moment de l'enlèvement, il était sur le trottoir devant son garage et il raconte qu'il a assisté, lui, à ce qu'il pense être l'enlèvement puisqu'il a vu une fillette monter dans une voiture grise. Lui déclare que, selon lui, c'était une Simca 1100 de couleur grise. Il donne aussi un signalement de l'homme qui n'est pas en contradiction avec celui qu'a donné le petit Jean, un homme assez grand, qui est brun. Et cette fois-ci, il est clair qu'on a un peu plus d'informations et ça ne tient plus à la seule déclaration d'un enfant de 5 ans, mais on n'a rien de plus. La police prend conscience de la gravité des faits. L'hypothèse de l'enlèvement est acquise. Les recherches ne donnent strictement rien. Le 4 juin, le lendemain de l'enlèvement, M. Rambla est interviewé par un journaliste qui lui demande s'il veut parler au ravisseur. Il dit peut-être le ravisseur est en train de nous regarder, est-ce que vous voulez lui envoyer un message? Monsieur Rambla, dans son français approximatif, avec une détresse qui perce l'écran, va lancer un appel au ravisseur. Espero bien que le monsieur que la prima fille me la remene vivante, que es la única chose que je le demande. Voilà. En ce moment, il vous écoute peut-être. Je suis en un cœur, comme si un père de famille a des enfants, il verra bien comment il s'écoute un enfant. Alors, en ce moment, je le demande más qu'al mon Dieu qu'il me retourne ma fille. La police espère que cet appel pourra être entendu et qu'il pourra aboutir. Cet appel, bien sûr, va ébranler d'abord Marseille et puis aussi toute la France. L'affaire devient une affaire nationale. Et elle touche une famille tout à fait simple, des pauvres gens, des braves gens, dont on voit toute la fragilité. Je connaissais M. Rambla, je connaissais Mme Rambla. On se fréquentait de temps en temps, bonjour, bonsoir, voilà, c'est tout. Mais c'est un brave garçon, très gentil. Très, très, très gentil, il s'occupait bien de ses enfants. Il était bien, d'ailleurs, dans la cité, tout le monde l'aimait bien. On est vraiment ébranlé par cette petite famille modeste, humble, ces gens qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. Vraiment, le malheur vient de s'abattre sur ce qu'il y a de plus pauvre, de plus fragile. Le mercredi 5 juin, on est 48 heures après, la police lance un appel à témoins. Par la voie de la presse, par la voie de la radio. On donne la marque de la voiture, Simca 1100 gris, et on donne le signalement, qui reste toujours très vague, du ravisseur présumé.
La France découvre donc le signalement de celui qui a enlevé la petite fille. Un gars jeune, mince, grand, et ça va provoquer des réactions, dont une qui est capitale, quoi. Mercredi 5 juin, 48 heures après l'enlèvement, la police, au matin, est toujours privée d'informations et toujours dans la même angoisse. La situation évolue fortement en fin de matinée. C'est vers midi que tout se précipite. Le commissaire chargé de l'affaire reçoit un appel d'un jeune maître d'internat. Donc ce monsieur appelle le commissaire chargé de l'enquête et lui indique qu'il a eu un accident le 3 juin, 1 heure en gros après l'enlèvement de la fillette. À un carrefour non loin de Marseille qui s'appelle le carrefour de la Pomme. Une voiture de marque Peugeot 304 grise qui a grillé un stop, l'a heurté. Le choc a été violent. Le côté est très enfoncé. Le surveillant d'internat n'a pas pu relever le numéro complet. Il a donc fait appel à un couple d'automobilistes qui arrivaient derrière, un couple de Varois, lesquels ont pris la voiture en chasse. Et environ 800 mètres après, ont constaté que ce véhicule était garé sur le bord de la chaussée, ont pris le numéro de la voiture, ils ont constaté qu'il s'agissait d'un coupé Peugeot 304. Les époux Aubert vont communiquer au propriétaire du véhicule accidenté le numéro de la plaque minéralogique. On aurait pu en rester là. Dès que le commissaire chargé de l'enquête raccroche avec le maître d'internat, il reçoit un autre appel, presque simultané, des personnes qui ont poursuivi le fuyard. Pour lui dire, finalement, on est un peu inquiet parce qu'on a vu ce monsieur se sauver dans la campagne. On a l'impression qu'il transportait un paquet volumineux. Puis dans un deuxième temps, ils disent que ce paquet, c'était un enfant. Il est clair qu'ils font à ce moment-là référence à ce qu'ils entendent aussi sur toutes les radios, qu'une enfant a été enlevée, et ils se demandent si ce comportement n'est pas suspect. Et à ce moment-là, la gendarmerie fait le rapprochement avec un autre témoignage qu'ils ont reçu, qui est celui d'un homme qui exploite une champignonnière à 1,2 km du lieu de l'accident. Et cet homme-là dit, dans l'après-midi du 3 juin, donc quelques heures après l'accident, un homme s'était embourbé dans la champignonnière. Et il se trouve que le véhicule dans lequel se trouvait cet homme est le même que celui qui a eu l'accident, le même que celui de cet homme qui tenait l'enfant par la main. Et là, il va se faire repérer. Le commissaire, après avoir reçu ces appels, avise la juge d'instruction et il est chargé de demander aux gendarmes d'organiser une battue à l'endroit où la voiture s'est arrêtée et où on a vu l'homme monter dans les fourrés avec l'enfant. La gendarmerie met en place une opération de recherche importante. On fait venir des renforts, un peloton de gendarmerie mobile, etc. À 15h20, dans la champignonnière où le véhicule avait été abandonné, les gendarmes découvrent un pull-over rouge. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas à qui il appartient. À 15h45, ça fait 1h40 qu'ils cherchent. On avance dans les fourrés, donc on essaye d'écarter les fourrés, d'écarter les buissons. Et tout d'un coup, un gendarme aperçoit une branche tachée de sang. Il regarde bien à cet endroit, il se rend compte qu'il y en a d'autres, il y a des pierres tachées de sang. Là, il voit un tas de branchages entassés. Un gendarme découvre, au hasard d'une fouille, et là surgit l'horreur,
il découvre le cadavre de la petite fille. Le corps est très abîmé. Il a été, disons, massacré à coups de pierre, à coups de couteau. Les gendarmes qui découvrent le corps, évidemment, sont un peu secoués, c'est normal. Hein. Enfin, je veux dire, bon, ce sont des métiers, malheureusement, où on voit assez régulièrement des choses qui sont peu jolies. Mais bon, un enfant, quand même, mort dans ces conditions, c'est vrai que c'est quand même assez particulier. Alors à ce moment-là, ils préviennent l'état-major de la gendarmerie et ils préviennent l'hôtel de police, l'évêché, voilà, qu'on a retrouvé le corps. Donc pendant qu'on enlève le corps, il faut l'identifier. D'abord, M. Rambla n'y croyait pas, ne voulait pas le croire. Tout au long du parcours, il a dit au commissaire qui l'accompagnait dans la voiture que c'est pas possible, c'est pas sa fille, etc. Le père Rambla, qui en ce moment-là comprend pas sans doute trop, mais on l'a préparé bien sûr, mais on l'a préparé à l'inimaginable, mais est-ce qu'il réalise tout de suite? En tout cas, il va jusqu'au fourré sur ses jambes. Il reconnaît le corps, et là il s'effondre. On entend des hurlements épouvantables, des cris, c'est la tragédie, quoi. L'affaire, je dirais, Marie-Dolores est d'une certaine façon terminée. Marie-Dolores n'est plus en vie. Une autre affaire va commencer, c'est maintenant retrouver le meurtrier de cet enfant. Grâce à la plaque minéralogique, on a le suspect. Le suspect numéro 1. Donc, 56 heures après l'enlèvement, on identifie donc le conducteur. Ce conducteur, qui est le propriétaire, s'appelle Christian Ranucci. Il a 20 ans. Il habite à Nice. Il habite à Nice avec sa mère. C'est un garçon apparemment sans histoire. C'est un jeune homme, gentillet, de bonne famille. On demande aux gendarmes de Nice de procéder à l'interpellation de cet homme. Interpellation qui se fait à 18h. Les gendarmes, quand ils frappent à la porte de l'appartement où habite Christian Ranucci, tombent sur sa mère, qui s'appelle Madame Héloïse Maton. Qu'est-ce qu'il a fait, mon fils? Il a eu un accident de voiture. Et vous vous déplacez pour un accident de voiture? Alors, Christian Ranucci lui dit « Ne t'inquiète pas, c'était juste un accident. » Et les policiers disent « Bon, on l'emmène quand même au commissariat pour prendre la déposition par écrit. » Aucun problème pour l'interpellation. Il dit à sa mère « T'inquiète pas ». Lui, il pense qu'il a été arrêté pour le délit de fuite. Donc, même lui, il n'est pas inquiet. Et donc, Christian Ranucci est emmené par les gendarmes pour un premier interrogatoire. On s'attendait à voir peut-être une sorte de SDF, un type marginal. Non, c'est pas ça du tout. Parce qu'il s'attendait à voir un monstre et puis il voit presque un ange qui arrive. Lorsqu'il arrive à Marseille, il est 1h30 du matin et il est immédiatement entendu par le commissaire. Et donc, il nie les faits,
Il dit qu'il a eu un accident, il dit que c'était lui qui conduisait le véhicule. Oui, il est allé dans le champion lunaire pour réparer sa voiture. Oui, il s'est embourbé parce que la voiture a glissé toute seule, paraît-il. Et puis après, il est reparti quand on l'a désembourbé. Mais évidemment, il n'était pas accompagné d'un enfant et, à plus forte raison, il n'a pas tué l'enfant puisque de toute façon, il était seul. À ce moment, les policiers vont essayer de le bluffer un peu, de dire on a des témoins. Il veut dire montrez-les-moi les témoins. Moi, je n'ai vu personne et personne ne m'a vu. Évidemment, l'interrogatoire ne peut pas durer des heures et des heures. L'interrogatoire est interrompu. Ranucci est mis au repos en garde à vue. Et les policiers sont tendus, sont angoissés parce que le compte à rebours a commencé. Et la garde à vue, elle est de 48 heures et elle va bientôt se terminer. Et même s'ils ont des éléments qui sont quand même concordants, on est encore à l'époque où l'aveu, ça compte. Dans les heures qui suivent, la police se rend au lieu de l'habitation de Ranucci pour procéder à une fouille du véhicule Peugeot 304. Et dans ce véhicule, donc, on va découvrir un pantalon porteur de taches de sang. L'interrogatoire va reprendre le lendemain. Pour expliquer le sang, il dira oui, j'ai saigné au genou le jour de l'accident. Et là, le médecin légiste qui l'examine, à l'issue de sa garde à vue, dira non, il n'a pas saigné depuis très longtemps. Le commissaire, il se décide à sortir le grand jeu, à abattre ses atouts. Et ses atouts, c'est quoi? Sa carte, c'est quoi? C'est bien sûr le confronter aux témoins, aux petits gens. Petit gosse déstabilisé, épouvanté, dont il vient d'apprendre que sa petite sœur a été massacrée. Ils amènent le petit Ramblin dans la cour de l'évêché où a été ramené de Nice le coupé 304 de Ranucci. On l'amène pour d'abord lui faire reconnaître la voiture. Les policiers lui disent « Est-ce que c'est cette voiture dans laquelle ta sœur est montée ?» Et le petit dit « Non, c'est pas cette voiture. » Et puis, on va le confronter à Ranucci, on va lui montrer en tout cas. Ils font monter le petit garçon au premier étage. Là, on le met en présence de 4 policiers et Christian Ranucci, donc 2 policiers qui ont également une chemise à rayures. Et le petit garçon dit « Non, le monsieur, c'est pas un des messieurs que vous me montrez. » Encore un échec dans l'enquête, là, pour faire craquer Ranucci. Ils s'étonnent, ils se disent « Bon, ça n'est qu'un enfant, il peut se tromper. » Mais ensuite arrive le garagiste, le voisin, qui a vu la petite fille monter de son plein gré dans ce qu'il appelle la Simca. Et là, on lui montre le coupé. Il dit non, c'est pas cette voiture non plus. Le garagiste, lui, bien sûr, il est gêné. Il va pas se rétracter d'ailleurs, mais il va dire qu'effectivement, il a pu se tromper. Et puis surtout, il ne va pas reconnaître Ranucci, qu'il a vu d'assez loin. Le petit n'a pas reconnu, le garagiste n'a pas reconnu ni la voiture, ni Ranucci. Bon, alors, qui reste-t-il comme témoin? C'est le couple de Varrois. Ils vont à nouveau présenter Ranucci, mais cette fois seul, à ce couple. Et là, le couple va le reconnaître. Madame Aubert, elle a regardé droit dans les yeux Ranucci. Et alors que lui continue à garder sa superbe et à la narguer du regard, elle va lui dire calmement, il va dire « Je vous reconnais. C'est vous qui avez fui dans la campagne, entraînant cette petite fille.
Cette petite fille d'ailleurs pleurait. Je vous ai vu. Vous avez pris cet enfant et vous l'avez traîné derrière un fourré. À ce moment-là, les yeux de Ranucci s'embuent de larmes. Il sanglote. Ils viennent craquer. Il craque et avoue. Il dit oui, c'est vrai, c'est moi. Je ne suis pas un salaud. Je ne voulais pas lui faire de mal. Je ne sais pas ce qui m'a pris et je l'ai tué. Et il avoue à ce moment-là donc être l'auteur du meurtre. Il déclare qu'en réalité, il est bienvenu à Marseille. Il a vu les deux enfants qui jouaient au pied de l'immeuble. Il s'est approché d'eux, il a eu l'idée de vouloir en amener un en promenade. Là, il dit bien qu'il a eu un accident. Mais que cet accident a fait qu'il a paniqué. Et il a dû s'arrêter un peu plus loin parce que la roue de sa voiture frottait contre l'aile du véhicule. Il s'est arrêté, il est sorti avec l'enfant, il était paniqué. Il est monté avec elle dans le bois. Et là, il dit que il ne sait pas exactement ce qui l'a pris, mais il a été pris d'une pulsion de violence qui a fait qu'il a sorti un couteau à cran d'arrêt de sa poche. Je lui ai serré fort le cou, puis j'ai sorti un couteau que j'avais dans la poche, et je lui ai porté plusieurs coups. Je l'ai égorgé, dit-il. La juge dit, vous terminez, vous me présentez Ranucci, et moi je vais demander aux gendarmes de procéder à la recherche de ce couteau. Ils vont mettre 2 heures avant de découvrir cette arme, que les gendarmes sortent avec précaution du fumier. Ils font s'ouvrir la lame, et sur la lame, on découvre des traces de sang. Inutile de dire que ce couteau arme du crime, c'est l'élément fondamental de l'affaire. Il est découvert sur les indications de Ranucci et il va faire l'objet d'examens en laboratoire. Et les examens en laboratoire montreront que ce couteau, comme le pantalon, comme les 2 pierres découvertes près du corps, sont porteuses de sang humain, sang de groupe A. Alors le sang de groupe A, c'est le sang de la petite Marie Dolores et c'est aussi celui de Ranucci. Mission accomplie pour la police, puisque, indiscutablement, on a quelqu'un contre lequel pèsent des charges accablantes, qu'on peut effectivement présenter au juge d'instruction. On a beaucoup d'éléments, et on a des témoignages, on a des accusations, on a des gens qui le reconnaissent. Il dessine le plan de la cité où il a enlevé Marie Dolores. Ce plan correspond sur beaucoup de points. Il a dessiné le grand bâtiment à côté duquel il avait garé sa voiture. Il est inculpé, il est d'ailleurs entendu par la juge le soir même. Il réitère toutes ses déclarations. Et le soir même, il est incarcéré au Baumette. Quatre jours après l'enlèvement et donc 2 jours après la découverte du corps ont lieu les funérailles de la petite Maria Dolores. Il y a 1 millier de personnes qui viennent à Marseille. La mère n'a pas pu venir. Elle est dans un état absolument lamentable, elle n'a pas pu se déplacer jusqu'au cimetière. Le père est pris à nouveau d'un malaise, enfin c'est encore des scènes horribles, quoi. Hein, bon. C'est quand même une forte émotion qui se dégage évidemment ce jour-là de ces obsèques. Obsèques qui ont bouleversé la France entière. Chacun admettra que c'est un moment qui bouleverse tout, où les émotions sont au paroxysme. Hein. On est encore dans l'époque de la peine de mort.
On est sous l'ombre de la guillotine, hein. Elle est là. Pierre Amblat dira qu'il ne sera apaisé que lorsqu'on décapitera l'assassin. Christian Ranucci, ça fait un peu plus de 20 mois qu'il est en prison. On approche de la fin de l'instruction. La juge va rendre une ordonnance de renvoi devant la cour d'assises. Tout semble aller de soi puisqu'on a des aveux, mais soudain, contre toute attente, dans le bureau du juge qui n'en revient pas, Christian Ranucci va articuler un mot qui va tout bouleverser. Il va dire « Je suis innocent ». Le juge va lui répondre « Mais vos aveux ». Et il va rétorquer « Ils m'ont été arrachés par la torture ». Et le commissaire de police qu'il avait ramené de Nice, dont il se plaignait, au motif que celui-ci lui aurait tapé avec des matraques sur la tête pour le faire avouer ce qu'il n'avait pas fait. Et puis il dit non, j'ai pas pu faire ça. Et non, j'ai pas fait ça comme ça. Non, c'est pas moi. Ah, puis je me souviens pas. Il ne se souvient plus de rien, il ne reconnaît plus que l'accident, et tout le reste, il n'en a plus souvenir. Il se déclare innocent, ses avocats disent qu'il est innocent aussi. Ça va se prolonger, ça, jusqu'à la fin de l'année 76, date du procès de Ranucci. Le procès de Ranucci débute le 9 mars 1976 à Aix-en-Provence et s'ouvre dans un contexte très défavorable pour l'accusé. Le débat sur la peine de mort en France est très virulent, très actif. Beaucoup de gens réclament la peine de mort et le public présent à Aix-en-Provence est venu en grande partie pour réclamer cette peine de mort. Il y a des slogans à mort sur les murs du palais de justice. Il y a une foule dense, énorme, qui vient au procès comme on va au spectacle, comme on va voir une corrida. Ils sont venus pour voir la mise à mort. Et on entend les cris à mort, qu'on le tue, etc. Voilà. J'ai du mal à me frayer un passage pour arriver jusque là où je dois aller, hein, donc dans la salle d'audience. Je dois même faire appel à un policier qui m'aide parce que je n'arrivais pas. Les gens m'empêchaient de rentrer. On regarde l'entrée de Ranucci dans la salle, c'est une catastrophe. Il a une énorme croix, comme les croix d'évêques. Tout le monde s'interroge. On dit il a mis une croix parce qu'il va demander pardon. Il va dire qu'il est coupable. Il faut imaginer Christian Ranucci tout habillé de noir, avec sa croix pectorale, toujours en train de regarder vers le fond de la salle pour voir sa mère, dire au commissaire qui avait fait l'enquête « Je vous briserai, vous m'avez torturé ». La façon dont il répond au président dès le début, de façon arrogante, il répond au président, alors au lieu de dire non, monsieur le président, il dit négatif. Ça indispose tout le monde, y compris ses défenseurs qui essaient de le calmer. Christian Ranucci, il clame son innocence. Il espère ressortir de ce procès lavé de tout soupçon et acquitté. Sans doute qu'il ne se rend pas compte à quel point, dans quel climat de terreur et de violence se trouve l'opinion publique durant ce procès.
Mais il n'y a pas non plus que l'attitude de Ranucci, il y a aussi les charges, quand même, qui sont contre lui. Comment peut-il clamer l'innocence d'un meurtre aussi atroce avec autant de mépris et autant d'arrogance? La défense, on va dire, notre principal adversaire, c'est notre client. Il n'y a rien à faire pour le contrôler. Dans la mesure où on plaide l'innocence, c'est un risque énorme, c'est à pile ou face. Ce procès est annoncé pour durer 2 jours. Voilà. Maître Lombard, l'avocat de Christian Ranucci, a une charge extrêmement difficile parce qu'il plaide l'innocence. Mais en même temps, il plaide contre la peine de mort. Chaque fois qu'il s'agit de monter au créneau contre la peine de mort, je répondrai présent, quoi qu'il m'en coûte, quelles que soient mes obligations professionnelles, je ne m'inclinerai que lorsque j'aurai épuisé toutes les ressources, tous les remèdes que la loi met à la disposition de ceux qui veulent défendre la vie. La défense espère un miracle, et le miracle c'est un témoin, c'est une dame, qui a déjà été d'ailleurs entendue dans la procédure. Et cette dame vient dire que sa fille et une de ses amies ont été agressées dans la cité où ils habitaient, à Marseille, par un homme qui portait un pullover rouge et qui circulait au volant d'une Simca 1100. C'est le témoin sur lequel comptent les avocats pour dire non mais le meurtrier Maria Dolores, il avait un pullover rouge, il avait une Simca 1100, on l'a vu dans un autre quartier le dimanche d'avant. Donc le dimanche d'avant, Ranucci était à Nice, ça ne peut pas être Ranucci qui a tué Maria Dolores. Ce que j'entends tout au long de cette journée, ce sont des éléments complètement contradictoires. Voilà, je veux dire, moi, au moment de ce procès, je changeais d'avis, je pense, tous les quarts d'heure. On s'interroge tout de même sur la validité de ce témoignage, d'autant que lorsque la personne parle, des questions lui sont posées par l'avocat général et aussi par l'avocat de la partie civile qui à l'époque est Collard, maître Collard, et on lui dit mais comment êtes-vous arrivé dans cette affaire, etc. Et elle raconte qu'elle a connu la mère de Ranucci lorsqu'elle allait au parloir des Baumettes. Puis là je sens que quelque chose est venu, et puis je continue. Et est-ce que vous avez quelqu'un en prison? Oui, voilà. Bon, et de question en question, j'arrive au fait que finalement, c'est un témoin qui a été rencontré à la prison. Le fait qu'elle l'ait rencontré à la maison d'arrêt, que cela n'ait pas été dit, discréditait complètement le témoignage. Le témoignage est réduit à néant, à néant. C'est une catastrophe pour la défense. La défense n'avait pratiquement que ça comme atout. Donc une fois que cet atout est tombé, il ne restait pas grand-chose pour défendre Ranucci. Après donc les plaidoiries, nous allons entrer dans une salle des délibérations. Donc nous partons. Les 9 jurés plus les 3 magistrats dans cette salle où nous allons devoir délibérer et décider de la peine qui sera appliquée à Christian Ranucci. On attend, puis à un moment donné, il y a une sonnerie qui retentit.
horrible sonnerie qui provoque la réunion de tout le monde dans la salle. Et puis l'huissier crie debout, la cour, tout le monde se lève, et on voit rentrer la cour et les jurés. La réponse va être donnée très rapidement quand ils reviennent. Le verdict tombe et Christian Ranucci est condamné à mort. Il a dit Ranucci, je vous condamne à mort parce que vous êtes responsable. Ranucci, je vous condamne à mort parce que vous êtes coupable. Ranucci, je vous condamne à mort parce que c'est la loi. Et puis là, il y a le grand silence. Et le président m'a dit vous êtes déclaré coupable, vous êtes condamné à mort. Je ne l'avais jamais entendu dire de ma vie. Tout le monde est tétanisé. On entend quand même Ranucci qui dit « Ils sont fous ». C'est la stupeur. Mais ça dure quelques secondes. Aussitôt, il y a les applaudissements des gens qui sont au fond de la salle et les gens qui sont dehors, massés dehors, qui entendent les applaudissements, ont compris que la peine de mort avait été requise. La haine explose. C'est de l'hystérie. Lorsque les jurés nous sortons, on est sortis par une petite porte à part. Donc je suis partie effectivement en pleurant. Je pleure de fatigue, je pleure de dégoût, je pleure sur cette petite fille, je pleure sur Christian Ranucci, je pleure parce que je suis dépassée par ce qui vient de se produire. À ce moment-là, on réalise que Ranucci, c'est un homme quand même qui va mourir, c'est un homme qu'on va exécuter, c'est un homme qu'on va décapiter. Et quelle que soit l'image abominable qu'il a donnée, quels que soient les faits. Il ne lui reste plus qu'à attendre la mort. Le 28 juillet 1976, il va y avoir l'exécution. Valéry Giscard d'Estaing, la veille du 28 juillet, refuse la grâce. On pensait que Giscard d'Estaing, le président de la République, comme il l'avait fait pour d'autres condamnés à mort, allait gracier Ranucci. Ranucci, c'était le plus jeune des condamnés à mort. Donc, on pensait qu'il y aurait, pas de l'empathie, mais qu'il le gracierait. Voilà, tout le monde le pensait. Le 28 juillet 1976, on arrive à la fin de cette affaire. On arrive devant le quartier des condamnés à mort. Et on cherchait Ranucci dans sa cellule. Ranucci qui est brutalement réveillé, entravé, qui est conduit bien sûr devant le procureur, qui l'informe que la sentence va être exécutée. Ranucci à moitié endormi. On arrive dans le grand couloir sous-sol. Il y a pas mal d'hommes, il doit y avoir 4 ou 5 hommes qui le regardent. C'est quelque chose d'abominable. Ce cortège de la mort qui progresse silencieusement dans les baumettes. On le porte plutôt qu'il ne marche. Et il se trouve devant la porte de la cour qui s'ouvre. Il y a à 1 mètre la guillotine. On lui demande s'il veut écrire une lettre, il refuse. S'il veut voir un prêtre se présente devant lui, il refuse par un geste de la main. Par contre, il fume une cigarette. Il refuse le verre en disant négatif, comme il disait à l'armée. À ce moment-là, on l'assied sur un petit tabouret. On coupe le col de sa chemise, on coupe quelques mèches de cheveux, on le projette sur une planche verticale, on le culbute en avançant la planche. Je lui mets la main à ce moment-là sur l'épaule une dernière fois.
La guillotine tombe. Le médecin de la prison rentre, constate ce qu'il en est, et on part et c'est terminé. C'est fini, et tout le monde va rentrer très vite, va quitter les Baumettes. L'affaire Ranucci est terminée. Et le matin, donc de l'exécution, j'avais la radio, et j'entends, au milieu des brèves, j'entends Christian Ranucci a été exécuté ce matin à la prison des Baumettes. Et donc je me suis remise à pleurer parce que c'était émotionnellement très fort. Là, ça a été pour moi la réalité, quoi. Ça a été la réalité de ce jugement où on avait appliqué la peine de mort. À titre personnel, je peux vous dire que les temps qui suivent l'exécution perturbent vos nuits et votre vie d'une manière permanente. Cette affaire, en fait, n'est plus du tout l'affaire Maria Dolores. Du fait de l'exécution, ça devient l'affaire Ranucci. Aujourd'hui, on a ouvert un débat sur une erreur éventuelle concernant Ranucci. Mais l'exécution n'est pas, à mon avis, n'a rien réglé. J'ai l'intime conviction que Christian Ranucci était innocent, qu'il a été victime d'un concours de circonstances et de lieux, qu'il a croisé de trop près la route du vrai coupable dans cette affaire. Je ne sais pas aujourd'hui encore, 40 ans après et un peu plus, si Christian Ranucci est coupable ou innocent. J'ai eu son dossier, je l'ai lu et relu dans tous les sens. J'ai assisté l'homme, j'ai connu l'homme de multiples fois au parloir de la prison et je l'ai accompagné jusqu'au pied de l'échafaud. Pour moi, c'est quelque chose qui est resté gravé toute ma vie. J'ai mis 40 ans avant d'en parler et je suis restée 40 ans avec ce poids sur la conscience et sur mes interrogations. Quel que soit mon vote, j'ai participé donc à une condamnation à mort. Christian Ranucci, coupable ou non coupable, c'était un jeune de 20 ans à qui on a tranché la tête. L'histoire de la famille Rambla, c'est de l'ordre de la malédiction antique. Quand vous pensez que le petit Jean-Baptiste, 5 ans à l'époque des faits, termine sa carrière en criminel. Le frère de Marie-Dolores, Jean Rambla, ces dernières années, était arrêté à 2 reprises. Une première fois pour le meurtre de la personne qu'il employait. Il a pris 18 ans en cour d'assises, il en a fait 9. Et un an après, il tue de nouveau une jeune fille, à coups de cutter. On a l'impression que Ranucci l'habite. Je pense qu'il ne s'est jamais remis de la culpabilité d'avoir été là au moment où on a enlevé sa sœur. La mort de la petite, ça fait remonter des choses que je les voyais s'amuser, tout ça, ça fait remonter beaucoup de choses. C'est sûr. À vie, c'est marqué à vie, ça. Ça rappellera toute notre vie. Ça, c'est des choses qu'on n'oublie pas, on n'oubliera jamais.